Mesdames et messieurs, honorables invités à vos rangs, grades et qualités, permettez que je puisse partager avec vous deux chiffres qui m'ont marqué cette semaine. Le premier, c'est le chiffre 53 et le deuxième, le chiffre 80. 53, c'est le nombre d'années qu'un Africain a comme espérance de vie. 80, c'est l'espérance de vie qu'a un Européen. Et comme on peut le voir, c'est quasiment 27 ans de différence qui existent entre nous et les Européens. Alors, je me suis juste demandé qu'est-ce qui justifie cette différence. Et selon l'Observatoire des inégalités, le premier facteur, c'est la mortalité infantile. Mais le deuxième facteur, c'est les maladies que l'Afrique a. Alors, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire à son niveau? Nous sommes des chercheurs, nous sommes des décideurs, nous sommes des journalistes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer donc de réduire cet écart? Et à cette question que chacun d'entre vous va mûrir tout au long de cette conférence de presse, mais au-delà de cette conférence de presse, le consortium Afrique-One, qui est un programme africain pour lequel nous sommes là, va essayer donc d'apporter une petite réponse. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout dialogue et conversation entre deux ou plusieurs personnes, donc entre au moins deux entités sur un sujet bien défini. Les deux entités dont il s'agit ici, c'est la société et la science. Les humains sont les seuls à avoir poussé plus loin l'inventivité en allant au-delà de l'usage de l'instinct pour se découvrir quelque chose de plus qu'on a appelé la raison. Et au nom de la puissance de cette raison, même Dieu a été questionné. On a questionné son existence, on a donné des attributs de Dieu à l'homme et des attributs de l'homme à Dieu à travers un double mouvement bien pensé par un philosophe qu'on appelle Luc Ferry, d'humanisation du divin, on dit Dieu est bon, et puis de divination de l'humain, c'est-à-dire que Dieu est si grand, les hommes lui ressemblant, il faut respecter les humains comme on respecte Dieu. Il faut désormais tout fonder en raison. La science devient universelle. La mondialisation n'est pas seulement une mise entre parenthèses des frontières afin que s'intensifie le flux des marchandises, des idées, des informations de toute la nature. Elle est avant tout et surtout un champ de compétition. Et là, je voudrais citer Hubert Védrine, qui qualifie ce champ de multipolaire à rebondissements multiples et à issue incertaine. C'est un élargissement du champ de la créativité, mais aussi un monde de bagarre pour le contrôle des savoirs, des savoir-faire et donc des pouvoirs qui déterminent l'étendue du droit à la parole. Parce que dites-moi combien vous êtes puissant scientifiquement dans ce monde, vous avez la parole à la mesure de votre puissance scientifique. Malgré les critiques qui lui sont faites, la mondialisation ouvre encore le champ des possibles et offre des fenêtres d'opportunités aux États, aux groupes industriels ou financiers, aux individus qui savent se donner les moyens de saisir justement ces opportunités. Les pays d'Afrique sont entrés dans la mondialisation avec les ressources dont ils disposent, principalement les richesses du sol et du sous-sol. Mais depuis leur indépendance, ils ont en même temps négligé la formation de leurs ressources humaines. Ils ont négligé de transformer les ressources humaines dont ils disposent en capital humain. Transformer les ressources humaines en capital humain. L'on connaît pourtant sur la planète au moins un pays, le Japon, qui a bénéficié d'un développement remarquable alors qu'il était totalement privé de ressources naturelles. Comment promouvoir dans de telles conditions une société démocratique, une société où les capacités pourraient s'épanouir? La mondialisation devient un espace de redistribution. Seuls pourront tirer le meilleur profit les pays ou les civilisations qui comprendront l'enjeu de la capitalisation de l'humain, fondement même du dialogue entre science et société. Je vous remercie.
sommes vraiment au cœur du débat sur le capital humain. Et ce que je vais présenter ici, c'est d'abord le contexte et la problématique, non seulement de la recherche scientifique, mais aussi du système de santé. They call me Burna, boy. They call me Burna, boy. I see you, baby. J'ai une question à poser au professeur Bonfou. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Pourquoi avoir choisi la rage canine à côté de toutes ces maladies que les animaux peuvent transmettre à l'homme? L'Afrique a un capital naturel et c'est fondé naturellement sur la nature essentiellement et les richesses que nous avons au niveau du sous-sol. Alors, est-ce qu'il n'y a pas urgence aussi à préserver cet héritage naturel? Pour ce qui concerne nos universités de l'Afrique subsaharienne, je crois que la classification de Shanghai ne nous aide pas. Toujours, vous l'avez indiqué, les indicateurs ne sont pas toujours bien à propos en ce qui me concerne. Par exemple, les universités en Côte d'Ivoire ont changé de nom plusieurs fois. Alors, comment les reconnaître? Comment les classer? L'université de Cocody était une université nationale, puis c'est Cocody, puis c'est etc. Mais quand on va au niveau international, c'est difficile de reconnaître cette université-là et donc de prendre en compte le travail qui a été fait. Je crois que nos présidents, il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais à l'AIF, on pensait à critiquer la classification de Shanghai à laquelle on se réfère souvent. Comme l'a relevé madame, on parlait de la rage. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, la menace, n'est-ce pas, qui plane, n'est-ce pas, qui est vécue, c'est celle de l'Ebola. Quelles mesures le professeur et son équipe, n'est-ce pas, ont arrêté, ou du moins quel est le projet qu'ils ont pour éradiquer ce virus? Que font les chercheurs en bioéthique pour vulgariser, en tout cas, leur science, pour ne pas être les observateurs passifs des dérives de la science? En plus, il a également parlé en parlant de la symétrie des pouvoirs, il a dit que les Africains doivent former le capital humain pour aller dans la règle de la mondialisation. Or, ce qu'on observe, c'est que les Africains en Afrique en forme et c'est la fuite des cerveaux qui pose problème. Dans ce sens, que peuvent faire les chercheurs pour maintenir le capital humain sur place? Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va toujours dormir sous nos lauriers et faire des communications? Et ça, c'est une très belle communication. Malheureusement, je ne sais pas si les autorités de ce pays ont conscience ou ont le document pour pouvoir s'en imprégner et voir un peu ce qu'il y a lieu de faire pour, je vais dire, renverser la tendance dont vous avez parlé, Dr Karim. Selon lui, les moyens dont dispose l'Afrique pour réduire les risques liés à l'essor de la science sur l'environnement de l'homme par coucher sur sa santé, puisqu'il a parlé de l'impact de la science, du développement des techniques sur la santé. Il y a ce qu'on appelle les maladies négligées, tropicales négligées. Et si vous faites vous évaluez le poids de ces maladies négligées, y compris les vers qui vivent en nous, chacun de nous, et qui causent des dégâts, le cumul de ce poids des maladies tropicales négligées vient en deuxième position, relativement au nombre de personnes décédées, qui meurent de maladie. En revenant à la rage, si nous faisons les statistiques au plan mondial, le nombre de personnes qui meurent chaque année de rage, la rage, elle est transmise du chien à l'homme, et quand la maladie est déclarée, il n'y a plus de traitement. Et on sait que la vaccination est possible. Mais quand on fait le cumul de nombre de décès, cela dépasse largement le nombre de décès de
C'est une zoonose qu'on considère comme endémique. Elle est endémique. On sait comment la contrôler et on sait même comment l'éliminer. Ebola, peut-être d'ici quelques années, on ne va même plus en parler, mais la circulation du virus va se faire. Classification des universités, comme l'a dit le professeur Ouénou, c'est une question aussi institutionnelle où il faut arriver à adapter sa stratégie pour se mettre dans cette classification. Mais nous devons nous poser la question, comment améliorer ce classement, comment aller faire un saut. La question des valeurs. Je parlais d'éthique, le professeur Ouénou se demande s'il n'y a pas une absence de mise en valeur, de mise en exergue des valeurs. Justement, dès qu'on ne commence pas à parler d'éthique, c'est qu'on veut revenir aux fondamentaux. Parce qu'en fait, la science ne vaut pas une heure de peine si elle ne sert pas les humains. Et si elle ne sert pas les humains, vu dans une perspective pour espérer que les scientifiques, de manière, soient sensibles à cette préoccupation, soient sensibles à la question de la prise en compte des valeurs dans la production scientifique et dans les usages qu'on peut envisager faire de la science. Sur le capital humain, oui, l'héritage naturel, oui, on va aussi parler du capital naturel. Surtout vu les politiques publiques, les politiques économiques envisagées depuis à peu près une dizaine d'années dans les pays africains, fondées sur l'exploitation du sol et du sous-sol. On fait des options qui peuvent compromettre l'avenir. On fait des options dans le présent sans anticiper sur les risques que les options que nous faisons aujourd'hui constituent pour l'avenir, pour les générations futures. Et cette problématique du capital naturel, ne plus parler que de ressources naturelles, parler que de capital naturel, savoir que nous avons besoin de ça pour exister, pour continuer de vivre. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, chers amis étudiantes et étudiants, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame le professeur Bakayoko Ramata, au cours de cet événement qui nous réunit ce matin et qui revêt une grande importance car il témoigne de la capacité de nos institutions de recherche africaines et particulièrement ivoiriennes à jouer un rôle de premier plan en matière de recherche scientifique et de bonne gouvernance de la recherche. En effet, ce jour est consacré au lancement de la deuxième phase du programme panafricain Afrique One Aspire, ou partenariat scientifique africain pour l'excellence de la recherche. Cet ambitieux programme s'inscrit dans le cadre du développement du leadership des institutions de recherche africaines dans le domaine de la santé, avec pour objectif principal la recherche en Afrique pour les Africains et par les Africains. Le programme permettra sans doute de relever de grands défis comme l'élimination des maladies transmissibles entre l'animal et l'homme, communément appelées zoonoses, à travers des actions dérivant des résultats de la recherche scientifique conduite dans des conditions conformes aux normes internationales. Plus de 400 étudiants et chercheurs ici des universités ivoiriennes ont bénéficié de formations de haut niveau sur des modules très variés, allant de la rédaction des projets à la valorisation des résultats de recherche, en passant par la gestion des protocoles, l'analyse des données et la rédaction scientifique dans le cadre du Learning Package élaboré par le programme. Mesdames et messieurs, le programme Afrique One Aspire, que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui, est financé par un consortium de bailleurs de fonds, dont le Wellcome Trust, la coopération britannique à travers le UK Aid, le NEPAD et l'Académie africaine des sciences, pour un montant d'environ 6,5 millions d'euros.
Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez que je puisse, à ce stade de mon propos, remercier et féliciter le directeur général du Centre suisse de recherche scientifique, le professeur Bassirou Bonfo, directeur du programme, pour les efforts fournis pour obtenir ce financement. Le programme Afrique One Aspire, que le directeur vient de présenter de façon brillante, peut compter sur l'engagement et sur l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de mener à bien les activités de recherche et de renforcement des capacités. Par ailleurs, il est opportun de préciser que le transfert du centre de gravité de la recherche est déjà en cours en Côte d'Ivoire avec les différents modèles de financement de la recherche développés à travers le PASRES, les projets C2D et les fonds de recherche du ministère. Honorables invités, c'est sur ces mots que je déclare solennellement au nom du gouvernement ivoirien le lancement officiel du programme Afrique One Aspire. Je vous remercie. They got me burned, boy. They got me burned, boy. I see you, baby.